5 heures du matin à mes yeux. Tout le monde dort encore, ou presque. Pour ce réveillon 2026, j'ai décidé de troquer la grisaille lyonnaise pour le soleil de l'Espagne. Un départ à la fraîche qui pique un peu, mais l'aventure, ça se mérite. C'est parti pour un périple en autocar. On regarde le paysage changer, on somnole un peu, et kilomètre après kilomètre, le ciel commence enfin à s'éclaircir. L'objectif, la Costa Brava. 13h30, terminus. Nous voilà arrivés à Santa Susana. À peine le temps de poser les valises et d'avaler un déjeuner rapide, l'appel du dehors est trop fort. Et là, la récompense. Regardez-moi ce ciel, un bleu insolent pour une fin décembre. On a filé directement découvrir la plage. Juste respirer l'air marin et entendre le bruit des vagues, c'est là que mes 5 jours de vacances commencent vraiment. Allez, je vous emmène avec moi. Il s'agit de l'hôtel de ville de Malgrà de Mar, la ville voisine de Santa Susana, reconnaissable à son style architectural catalan très particulier. L'imposante église Saint-Nicolas de Malgrà de Mar, souvent surnommée la cathédrale de la côte en raison de ses dimensions impressionnantes. Sa façade néoclassique en pierre brute et son clocher octogonal dominent majestueusement la place, offrant un superbe contraste avec le ciel bleu hivernal. Après une telle journée, on pourrait croire qu'à 20h30, je n'aspirais qu'à une chose, retrouver mon oreiller. C'était sans compter sur l'accueil espagnol. Pour notre première soirée à Santa Susana, on nous a réservé un spectacle de flamenco. Et là, je peux vous dire que le coup de barre de 5 heures du matin a été balayé en un claquement de doigts, ou plutôt en un coup de talon. Regardez cette énergie! C'est du sérieux! À chaque zapateado, c'est le nom de ce jeu de jambes percutant, j'avais l'impression que le sol de l'hôtel allait nous lâcher. C'est fascinant de voir une telle intensité. Entre nous, je me disais que s'il faisait mes 10 km de marche avec cette cadence, on finirait la rando en moins de 20 minutes et sans avoir mal aux genoux.
Ce qui m'impressionne le plus, au-delà de la technique, c'est l'expression sur leur visage. On sent la passion, la fierté et une concentration absolue. À côté, ma petite fille, quand elle fait ses chorégraphies dans le salon, est un peu plus souriante, mais je crois qu'elle a trouvé de sérieux concurrents pour le prochain Noël. Le spectacle se termine sous les olés et les applaudissements nourris. Une dose d'adrénaline pure pour bien lancer ce séjour. La nuit va être courte, mais après une telle démonstration, je repars avec des étoiles dans les yeux et des fourmis dans les jambes. Allez, au dodo. Demain, il y a encore beaucoup à découvrir. Le lendemain, après une bonne nuit réparatrice et quelques rêves de flamenco, direction Barcelone. À peine arrivé dans la capitale catalane, tous les regards convergent vers le même point. On l'aperçoit de loin, elle domine tout. Voici la Sagrada Familia. Je l'avais vue en photo, bien sûr, mais se retrouver au pied de ce géant de pierre, c'est une toute autre émotion. C'est le chef-d'œuvre absolu de Gaudi, un projet si fou qu'il dépasse l'entendement. Regardez ces détails. Chaque sculpture semble prendre vie sous le soleil catalan. Et bien sûr, vous ne rêvez pas, elle est toujours là, l'éternelle grue. C'est presque devenu un monument à part entière. Saviez-vous que la construction a commencé en 1882 ? À l'époque, Gaudi lui-même disait que son client, en parlant de Dieu, n'était pas pressé. On peut dire qu'il a été exaucé. J'ai lu quelque part que les travaux devraient enfin s'achever vers 2026 pour le centenaire de la mort de l'architecte. Pile pour mon voyage. Même si, entre nous, je parie qu'ils trouveront bien un dernier petit joint de pierre à fignoler pour garder une grue en souvenir. Ce qui me frappe, c'est ce mélange de styles. C'est de l'art, de la géométrie et de la nature tout à la fois. Gaudi détestait les lignes droites. Il disait qu'elles n'existaient pas dans la nature. Résultat, on a l'impression d'être face à une forêt de pierres ou un château de sable géant. Parfois, j'ai une petite pensée pour ma fille et ma petite-fille. Si elles étaient là, je suis sûr qu'elles chercheraient des dragons ou des créatures magiques cachées dans les recoins de la façade. C'est un lieu qui réveille l'enfant qui est en nous. On pourrait passer la journée entière à décrypter chaque symbole, mais Barcelone nous attend. Il y a tant d'autres merveilles à voir, des Ramblas au quartier gothique. Mais quitter la Sagrada, c'est toujours un peu spécial. On se demande à quoi elle ressemblera la prochaine fois qu'on viendra. Peut-être qu'enfin la grue aura pris sa retraite. En attendant, on continue l'exploration et je peux vous dire que mes baskets sont prêtes pour les kilomètres à venir.
Après l'effervescence de la Sagrada Familia, on prend un peu de hauteur. Direction la colline de Montjuïc. C'est le poumon vert de Barcelone, un endroit où l'air semble plus léger et où la ville se dévoile enfin dans toute son étendue. Nous voici devant le majestueux Palais national. Regardez cette architecture imposante. C'est ici que tout le monde se retrouve pour faire une pause. Il y a une ambiance incroyable sur ces marches, des musiciens de rue, des voyageurs venus du monde entier et cette lumière dorée qui baigne la pierre. Mais le vrai spectacle, il est derrière nous. Une vue splendide à 360 degrés sur la cité catalane. De là-haut, on réalise à quel point Barcelone est immense. On reprend son souffle, on admire le panorama et on se dit que la grue de la Sagrada Familia n'est finalement pas si grande vue d'ici. C'est le moment parfait pour recharger les batteries avant de redescendre vers le port. Après les hauteurs de Montjuïc, changement total d'ambiance. Nous plongeons maintenant dans les entrailles de Barcelone, le quartier gothique. C'est le cœur médiéval de la ville, un véritable labyrinthe où il fait bon se perdre. Ici, les murs ont des siècles d'histoire à raconter. On oublie les larges avenues pour des passages si étroits qu'on pourrait presque toucher les deux murs en écartant les bras. C'est l'endroit idéal pour une petite marche digestive, à condition de ne pas trop compter sur son GPS qui, je vous le garantis, perd la tête entre ces vieilles pierres. Mais avant de s'enfoncer plus loin, l'estomac réclame son dû. On a déniché un charmant petit restaurant typique, caché au détour d'une place. Vous savez, ce genre d'endroit où les nappes sont à carreaux et où l'on parle fort avec les mains. On a pris le temps. Une pause déjeuner comme je les aime, loin de la foule touristique, à déguster des produits locaux qui ont le goût du soleil. C'est aussi ça, le voyage. Savoir s'arrêter, poser son sac et simplement profiter du moment présent. Une petite recharge nécessaire, car le clou du spectacle nous attend juste au coin de la rue.
sombre, la lumière revient et on débouche sur la place de la cathédrale Sainte-Croix. Regardez cette façade. Si la Sagrada Familia est une explosion de modernité, ici, c'est la splendeur du gothique dans toute sa rigueur et sa finesse. Ces flèches qui pointent vers le ciel sont comme de la dentelle de pierre. Il y a une sorte de force tranquille qui se dégage de cet édifice. On se sent tout petit, une fois de plus. On reste là, un long moment, à observer le ballet des passants et des pigeons sur le parvis. Le quartier gothique, c'est une parenthèse hors du temps. On repart de là avec l'impression d'avoir voyagé quelques siècles en arrière. Les jambes commencent un peu à tirer. On doit approcher de mon fameux seuil des 10 km. Mais quand le décor est aussi beau, on oublie vite les petits bobos. Allez, la journée n'est pas finie. Barcelone a encore bien des secrets à nous montrer avant que le soleil ne se couche sur le port. Mercat de San Josep, plus connu sous le nom de la Boqueria. Les couleurs. C'est bruyant, c'est chaotique, mais c'est surtout joyeux. La Boqueria n'est pas qu'un marché, c'est le ventre de Barcelone qui bat. Un passage obligé pour quiconque veut goûter à l'âme de la ville. Dès le premier pas, c'est un choc visuel, une véritable mosaïque vivante. Vous êtes accueillis par des pyramides de fruits exotiques parfaitement empilées. Au fond, on entend le grésillement des crevettes sur les planchas des bars à tapas. Des jus pressés allant du rouge vif au vert émeraude et l'éclat argenté des poissons frais disposés sur la glace pilée. C'est un tableau de maître, mais comestible. Fermez les yeux un instant. Inspirez. C'est là que la magie opère. L'air est lourd et délicieux, un mélange terreux de champignons sauvages, l'arôme salé et intense des jambons ibériques suspendus au plafond et le parfum sucré des pâtisseries catalanes. Le choc des briques. Bienvenue devant l'imposant Arc de Triomphe. Oubliez tout de suite l'Arc de Triomphe de Paris et sa pierre grise. Ici, on est à Barcelone et la star, c'est la couleur. Regardez ce rouge flamboyant. C'est du style néo-mudéjar. L'architecte Josep Vilaseca a utilisé la brique apparente. C'était moderne, moins cher que la pierre et surtout très vibrant sous le soleil catalan.
Contrairement à la plupart des arcs de triomphe dans le monde, celui-ci n'a rien de militaire. Il n'a pas été construit pour célébrer une victoire armée, mais pour accueillir le monde. C'était la porte d'entrée monumentale de l'exposition universelle de 1888. Observez la frise juste au-dessus de l'arche. Elle ne montre pas des soldats, mais la ville de Barcelone, au centre, qui distribue des récompenses aux nations venues pour l'art, la science et l'industrie. C'est un arc civil et pacifiste. Maintenant, faites comme les bourgeois du 19e siècle, passez sous l'arche. Vous ne marchez pas juste sur un trottoir, vous entrez sur le majestueux Passeig de Lluís Companys, qui vous mènera tout droit au parc de la Ciutadella. Bonne promenade! Le lendemain, après une bonne nuit de repos, nous passons de l'effervescence urbaine de Barcelone à la beauté sauvage de la Costa Brava. Après l'effervescence de Barcelone, le changement de décor est radical. Ce matin, on s'est réveillé parfaitement reposé. Vous savez, ce genre de sommeil lourd et réparateur qu'on ne trouve qu'en vacances. En ouvrant les rideaux, le ciel nous a donné le ton. Un bleu pur, sans un seul nuage, un bleu assolant qui te crie de sortir. On a pris la route vers le nord, direction la Costa Brava. Et là, nous y sommes, Playa d'Aro. Ce qui frappe en arrivant ici, c'est la lumière. Elle est différente, plus vive, plus tranchante. On sent immédiatement que la ville a deux visages. Son côté moderne, très vivant avec ses boutiques élégantes, et juste à côté, cette nature méditerranéenne qui reprend ses droits de manière spectaculaire. On a commencé par marcher le long du front de mer. Regardez cette promenade. C'est là que tout se passe. C'est large, c'est pavé, et c'est bordé par ces pins maritimes typiques de la région. D'ailleurs, sur votre droite, vous croiserez peut-être des statues de bronze qui semblent accompagner les marcheurs, comme cette nageuse figée qui scrute l'horizon, la main en visière, comme pour nous montrer le chemin. Mais le vrai spectacle, c'est la palette de couleurs. C'est à couper le souffle, et je pèse mes mots. Vous avez le vert intense des pins, qui pousse parfois à l'horizontale, presque en équilibre au-dessus du vide, le rouge ocre des rochers granitiques et ce bleu turquoise de l'eau qui devient bleu marine au large. C'est ce contraste qui fait la magie de la Costa Brava, la côte sauvage. On respire à plein poumon, ça sent l'iode, la résine de pin chauffée par le soleil et la crème solaire. C'est l'odeur du bonheur. Maintenant, quittez la grande plage principale pour emprunter le fameux chemin côtier qui serpente entre les rochers, le Camí de Ronda. C'est mon endroit préféré ici. Laissez-moi vous raconter une petite histoire à ce sujet. Aujourd'hui, on l'utilise pour faire des selfies magnifiques et rejoindre des petites criques cachées comme Cala Sacova ou Cala d'Elpi. Mais à l'origine, ce chemin n'avait rien de touristique. Il a été tracé au 19e et 20e siècle pour la Guardia Civile. Pourquoi ? Pour traquer les contrebandiers. Après la guerre civile espagnole, la vie était dure. La nuit, des petits bateaux s'approchaient de ces criques discrètes pour débarquer du tabac, du café, du sucre ou de la pénicilline. Les carabiniers patrouillaient sur ce sentier escarpé, fusil à l'épaule, guettant le moindre signal lumineux venu de la mer. C'est amusant de penser qu'aujourd'hui, on se promène en tongs et serviettes sur l'épaule, exactement là où se jouaient des courses-poursuites nocturnes dignes d'un film d'action il y a 80 ans. En continuant la balade, on tombe sur ces petites criques intimes. L'eau y est tellement cristalline qu'on peut compter les poissons sans même mettre la tête sous l'eau. C'est irrésistible. On a juste envie de s'asseoir sur un rocher, d'écouter le clapotis des vagues et de ne penser à rien. C'est ça, la force de Playa d'Aro. C'est cet équilibre.
On peut faire du shopping de luxe le matin et se retrouver seul au monde face à la mer l'après-midi. Là, tout de suite, l'appétit commence à venir. Je m'imagine déjà installé en terrasse, face à la mer, avec peut-être quelques gambas de palamos grillées ou une paella, un verre de vin blanc frais à la main. Ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Le point d'orgue de notre voyage de 5 jours à Santa Susana, le passage à l'année 2026. Imaginez l'ambiance dans le bus. Nous étions tous sur notre 31, l'excitation montait à chaque kilomètre. Après 20 minutes de route à travers les paysages nocturnes de la côte, nous découvrons enfin le lieu des festivités. Une immense salle ronde, majestueuse, qui semble n'attendre que nous pour s'enflammer. À l'intérieur, c'est un choc visuel. Entre 200 et 300 personnes réunies sous un dôme de lumière. Le réveillon à l'espagnol, c'est avant tout une affaire de partage et de gastronomie. Nous avons enchaîné les mets de fête, des produits nobles préparés avec ce savoir-faire local que nous avons appris à aimer depuis notre arrivée. Les verres de cava pétillent, les rires résonnent sous la coupole et chaque plat est une nouvelle excuse pour porter un toast à l'amitié et à l'année qui s'annonce. Mais ce qui a rendu cette soirée vraiment unique, c'est ce tourbillon de spectacles. La scène centrale n'a pas des amplis. Des danseurs de flamenco aux rythmes endiablés, des chanteurs à la voix d'or et des magiciens qui nous ont laissé bouche bée entre deux bouchées. Et puis, minuit a sonné. Nous avons respecté la tradition sacrée, les 12 grains de raisin, les fameuses uvas de la suerte, mangées au rythme des carillons pour s'assurer une année 2026 pleine de bonheur. C'était un moment de communion intense, un joyeux chaos où tout le monde s'est embrassé sous une pluie de cotillons.
Après l'éclat du ciel bleu de la Costa Brava, le passage des Pyrénées offre un spectacle saisissant, où les sommets enneigés marquent la frontière entre nos souvenirs ensoleillés et le retour à la réalité. La douceur méditerranéenne s'efface brusquement alors que Lyon nous accueille à la nuit tombée, nous enveloppant d'un froid vif qui contraste avec la chaleur des festivités passées. C'est avec le cœur serein et la tête débordante de rêve que nous nous apprêtons désormais à affronter 2026, prêts à transformer l'énergie de ce réveillon espagnol en une force pour toute l'année.